chronique chez le chien. Alors, c'est un sujet qui, au départ, comme ça, est peut-être pas très, très excitant. Néanmoins, au quotidien, dans nos activités, ces rhinites chroniques peuvent constituer un véritable challenge thérapeutique. Et avant d'être un challenge thérapeutique pour certaines, il y a aussi un challenge diagnostique. Donc, c'est ce que nous allons essayer de vous présenter avec Julien Brune, donc, qui fait partie du service d'imagerie, puis donc de moi-même, qui fait partie du service de médecine interne. On va voir que ces deux services sont intimement liés dans la prise en charge de ces patients. Qu'est-ce qu'une rhinite chronique chez un chien? Une rhinite peut être définie comme une inflammation des cavités nasales. Voilà, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais elle est dite chronique quand elle évolue depuis au moins 4 semaines de manière continue ou intermittente. Donc, tout chien qui a tendance à récidiver d'une rhinite chronique ou tout chien qui présente une rhinite chronique depuis plusieurs semaines doit faire l'objet d'une exploration particulière que nous allons présenter. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet en présentant les causes de rhinite chronique. Et de la connaissance de ces causes de rhinite chronique va découler, bien sûr, les examens complémentaires les plus pertinents. Mais avant de faire des examens complémentaires, on va essayer d'établir des hypothèses diagnostiques et puis de surtout les hiérarchiser et du coup choisir les bons examens complémentaires pour aboutir au diagnostic et donc au traitement. Donc, globalement, toutes les études s'accordent à dire que les néoplasies sont les causes de rhinite chronique chez le chien les plus fréquentes, ou les plus fréquemment rencontrées. Puis viennent les rhinites lymphoplasmocytaires et les rhinites aspergillaires, donc mycosiques. Alors, selon les études, la rhinite lymphoplasmocytaire arrive en deuxième ou en troisième. Et entre l'aspergillose et la rhinite lymphoplasmocytaire, on peut hésiter. Puis viennent les rhinites chroniques, les corps étrangers, et enfin des autres causes plus anecdotiques, mais que nous sommes amenés bien sûr à rencontrer au décours des examens complémentaires que l'on va faire. Par exemple, les fistules oronasales, les parodontopathies, donc ça c'est de l'examen clinique, des polypes nasopharyngés qui viennent obstruer le nasopharynx et générer du coup un jetage, certaines malformations congénitales, des parasites. Alors, je vous ai mis une petite photo, mais moi, j'en ai jamais vu. J'attends d'avoir le premier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour explorer tout cela? On va déjà réfléchir. Et déjà, la première réflexion et le premier message à bien comprendre, c'est que les surinfections bactériennes compliquent toute atteinte nasopharyngée. Donc, le jetage va devenir rapidement mucopurulent, quelle que soit l'affection causale. Donc, on a le droit, en première intention, de mettre une antibiothérapie sur une rhinite chronique, mais globalement, on sait déjà à l'avance qu'on va passer à côté de l'essentiel. Donc, ça va améliorer cliniquement le chien, mais ça ne va pas résoudre, et de toute façon, on va revoir ce chien après en consultation. Donc, on peut préparer déjà le propriétaire au fait qu'on va le revoir, parce qu'on sait que ça ne résoudra pas la problématique. Alors, quels sont les symptômes de ces rhinites chroniques? On a déjà un petit peu défloré, c'est le jetage, des éternuements, du reverse sneezing, et puis des stertors, qui est une espèce de respiration bruyante en provenance du nasopharynx. Donc, fort de tout cela, entre les causes principales de rhinite chronique, entre les symptômes, parce que les symptômes sont presque finalement pratiquement toujours les mêmes, est-ce qu'on peut réussir à faire le tri et hiérarchiser nos hypothèses diagnostiques pour bien sûr d'emblée proposer le bon examen complémentaire à nos patients? Donc, on va avoir des considérations épidémiologiques. Est-ce qu'elles vont rentrer en ligne de compte finalement dans la hiérarchisation? On va avoir des considérations cliniques néanmoins. Et puis, les données des examens complémentaires vont nous permettre d'aboutir, dans l'immense majorité des cas, à un diagnostic. On commence par les considérations cliniques et épidémiologiques. Déjà en définissant ce que c'est et pourquoi ça se produit, ce symptôme-là. Donc, les éternuements, ils sont observables lors d'atteintes nasales, sinusales ou nasopharyngées. Donc, c'est super large et il y a toutes les causes qui peuvent entraîner des éternuements. L'objectif d'un éternuement, alors sans faire du finalisme, c'est d'arriver à vider les cavités nasales. Et donc, toute stimulation chimique ou mécanique des récepteurs va entraîner ces éternuements. Donc, lors d'inflammation, il va y avoir des éternuements. Donc, est-ce que de ce symptôme, on peut essayer de se dire, est-ce que c'est une tumeur, est-ce que c'est un corps étranger, etc. La seule chose qui va être importante de poser comme question au propriétaire quand on est confronté à une rhinite chronique, donc qui dure depuis un petit moment ou qui est intermittente,
Est-ce que déjà, par exemple, est-ce qu'on a une apparition brutale des symptômes après une balade? Ben, bien sûr, ça va nous orienter sur un corps étranger situé dans les cavités nasales. Mais c'est bien toute l'information que cela va nous procurer. Pour le jetage, la caractérisation est finalement peu importante. Il peut être séreux, muqueux, mucopurulent, puisqu'on a dit que les bactéries venaient surinfecter, mais en fait, ce n'est pas la cause. Donc, finalement, on s'en fout un petit peu. Le fait que ça soit un peu hémorragique peut nous orienter. On va voir ça après. La localisation, est-ce que c'est un jetage unilatéral qui va évoquer une lésion unilatérale d'une cavité nasale ou est-ce qu'au contraire, c'est un jetage bilatéral? Bah, si c'est un jetage, par exemple, unilatéral, on va envisager, en tout cas au début de l'évolution, quand il est consulté pour la première fois, ça va nous orienter vers des lésions unilatérales des cavités nasales, à savoir tumeur, aspergillose, un corps étranger et puis des fistules oronasales. Souvent, ça va être du jetage unilatéral. Pour la rhinite lymphoplasmocytaire, puisque c'est une inflammation, on va le définir un petit peu plus après, hein, c'est une inflammation des cavités nasales dont l'origine reste inconnue. On peut penser que le jetage est toujours bilatéral. Bah, attention, les lésions sont toujours bilatérales lorsqu'on biopse, mais en revanche, la manifestation clinique peut être unilatérale. Donc, on ne peut pas l'éliminer sur la base de cette clinique. Enfin, le troisième symptôme dont on a parlé, qui est le reverse sneezing, donc c'est la plupart du temps difficile à décrire par les propriétaires. Je ne sais pas si vous entendez de l'autre côté de l'écran les bruits que ça fait. Je peux vous mimer, c'est pas très élégant pour une jeune fille que je ne suis plus, mais ça c'est une respiration à l'envers. À l'envers, donc traduction littérale du reverse sneezing. Il y a des mouvements de la tête, du coup c'est excessivement bruyant. Et ça signe néanmoins quelque chose qui va nous aider beaucoup. Ça signe qu'il y a une atteinte ou des cavités nasales, mais plutôt dorsales, et ou du nasopharynx. Donc ça va quand même pouvoir nous orienter sur quelques lésions potentielles responsables de ce reverse sneezing. On a bien sûr d'autres indices qui viennent se surajouter. Donc là, c'est facile. Lorsque vous avez un chien qui arrive avec une déformation de la face, du chanfrein, des saignements, éventuellement, là, ça devient très, très grave et ça évolue probablement depuis longtemps, des convulsions, de la douleur et surtout une perte de perméabilité nasale, c'est-à-dire que l'air ne passe pas dans les cavités nasales, c'est-à-dire que c'est obstrué. Et donc là, on est très fortement amené à suspecter une tumeur des cavités nasales. Les autres indices importants, la présence de dépigmentation ou d'ulcération des ailes du nez, la présence de saignement, la présence d'un jetage malodorant, alors c'est aussi parce que c'est surinfecté, et un jetage surtout abondant et très en faveur d'une aspergillose. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est que l'aspergillose nasale, dans une forme évoluée, va être souvent, très souvent, associée à de la douleur et à une atteinte de l'état général. L'atteinte de l'état général sur les tumeurs des cavités nasales est relativement tardive. Sur une rhinite lymphoplasmocytaire, il ne va pas y avoir d'atteinte. Sur un corps étranger, le chien est très gêné, mais il n'aura pas d'atteinte de l'état général. Mais un chien qui a une atteinte de l'état général avec du jetage et puis des débuts de pigmentation, des pigmentations des ailes du nez est très, très en faveur d'une rhinite mycosique de type aspergillose. Donc, bien sûr, à partir du moment où on va la suspecter, on va peut-être la prendre en charge de manière différente. Si on devait rajouter, donc là, je vous ai donné des critères cliniques. Donc, on a jetage, reverse sneezing, éternuement, pas très spécifique, peut-être localisation, le unilatéral, le bilatéral, la déformation. Ça, encore une fois, il n'y a pas besoin de trop d'examens complémentaires pour savoir ce qui se passe, mais l'altération de l'état général, ça va déjà nous permettre de hiérarchiser nos hypothèses diagnostiques. Bien sûr, on n'en a pas qu'une, mais ça va permettre de nous les hiérarchiser. Et puis après, on a l'épidémiologie aussi de chaque affection. Les tumeurs vont plus se développer sur les longs nez, avec un âge médian de 10 ans, donc ce sont des adultes vieillissants. Souvent, il est décrit, en tout cas, une exposition à des agents irritants chroniques qui pourraient favoriser l'apparition de cette tumeur. L'aspergillose nasale, pareil, des longs nez, avec un âge médian, c'est médiane, hein, donc pour médiane, hein, c'est 50% avant 6 ans et 50% après 6 ans. Mais en tout cas, la médiane est un tout petit peu plus jeune, aux alentours
aux alentours de 6 ans. Et puis alors la rhinite lymphoplasmocytaire, donc cette inflammation dont on ne connaît pas la cause réelle, c'est tous les chiens qui peuvent la faire, à tout âge, il n'y a pas de prédisposition de race ou de sexe. La seule chose que l'on sait, c'est que les races brachycéphales, ils ont déjà assez de problèmes respiratoires, mais au moins, ils en font moins souvent que les autres. Donc voilà, ben, fort de tout ça, on va être amené à hiérarchiser nos hypothèses et puis choisir nos différents examens complémentaires. Donc là, je laisse la parole à Julien qui va nous détailler les examens complémentaires et en particulier les examens complémentaires d'imagerie qui sont fondamentaux pour arriver au diagnostic étiologique de ces rhinites chroniques chez le chien. Alors, pour l'imagerie, on va parler de deux modalités ce soir. On va parler de la radiographie et on va parler du scanner. On va commencer avec la radio. Alors, vous savez, hein, pour faire des radiographies, pour explorer les cavités nasales, il faut le faire sous anesthésie générale, puisque on va être amené à mettre la tête du chien de manière très particulière. C'est de ça dont on va parler maintenant. Trois vues principales. Une vue de profil pour commencer. Bon, il n'y a pas de problème particulier pour la réaliser. Alors, ça va donner cette radiographie. Sur cette radiographie, on va évaluer notamment les contours osseux de la cavité nasale, donc à savoir l'os nasal au-dessus, l'os maxillaire, l'os frontal, voir s'il y a un remaniement, voir s'il y a un épaississement, une lise. On va évaluer éventuellement, mais c'est plus difficile, le palais dur, ici, et ensuite des structures molles comme le palais mou, ici, le nasopharynx, qui est cette zone plus radiotransparente, ici. Mais par contre, sur cette vue, le problème, c'est qu'on ne va pas bien évaluer ce qu'il y a à l'intérieur de la cavité nasale, puisque les deux se superposent. La deuxième vue intéressante, c'est la vue rostropodale. Donc là, on met la tête du chien perpendiculaire à la table. Le faisceau radio va pénétrer, on va dire, face au sinus, et ça va former cette image. Donc, elle est intéressante pour bien évaluer les sinus frontaux, voir si on a quelque chose à l'intérieur qui les remplit et voir si on a un remaniement de l'os frontal qu'on voit très bien ici tout autour. Et le dernier cliché, c'est la vue de face. Alors, il y a deux façons de la faire. Ici, c'est une vue ventrodorsale qui est présentée, où on va ouvrir la gueule du chien de façon à éviter qu'il y ait une superposition de la mandibule avec le nez. Et on va pencher le faisceau radio 45 degrés pour toujours pareil éviter la superposition avec la mandibule. Et donc, c'est la vue la plus intéressante. Hein, ça permet notamment de comparer les deux cavités nasales l'une par rapport à l'autre. Alors sur cette vue, donc ça c'est une image normale. On évalue notamment les cornets nasaux. C'est toute cette petite trame qu'on a ici. Et donc, on peut comparer entre la droite et la gauche s'il y a une différence sur la visualisation de ces cornets nasaux, s'ils sont plus ou moins nets ou s'il en manque. On va voir ici donc, le septum nasal. Et puis en revanche, c'est plus difficile d'évaluer le pourtour, puisque on a les dents qui sont là. Pour voir les lisses, c'est plus difficile. Alors, on va notamment rechercher soit une augmentation de l'opacité d'une des cavités nasales. Donc ça, c'est un cas typique. Là, vous voyez bien que dans cette cavité à gauche, c'est clairement plus opaque que de l'autre côté. Et puis, quand on regarde de près, mais ce n'est pas net ici dans cet exemple, on peut être amené à voir moins de cornets nasaux, donc une lisse des cornets nasaux. Donc ces images avec des augmentations comme ça de l'opacité, et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a une très légère déviation du septum nasal vers la droite. Ça, c'est des images qui sont très en faveur de tumeurs. Et puis, on a aussi l'inverse, on va dire, c'est une radio, une diminution de l'opacité d'une des cavités nasales, comme ici, à gauche toujours. Là, vous voyez, c'est nettement plus radiotransparent que de l'autre côté, et on ne voit plus la trame des cornets nasaux. Donc ça, c'est une image
qui est également caractéristique, enfin, assez en faveur d'une aspergillose. Donc là, c'est une image avec la vue rostrocaudale, donc à gauche, une image normale. Et ici, on a un cas où, vous voyez ici, sur le sinus frontal gauche, c'est opaque. Donc, le sinus, il est rempli. Il est rempli, alors le problème, c'est qu'il peut être rempli de liquide, il peut être rempli de tumeurs, il peut être rempli de granulomes fongiques, quoi. Ça fera la même chose. Et puis ici, alors c'est pas évident à dire, mais peut-être qu'ici l'os est légèrement remanié, ou un petit peu moins nettement que de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on en fait de la radio? Qu'est-ce que ça vaut pour l'exploration des affections nasales? Globalement, ça manque quand même de sensibilité et de spécificité, sauf si vous avez une énorme lésion. Voilà, si vous avez une énorme tumeur, si vous avez une énorme aspergillose, ça va se voir. C'est même plutôt sensible dans ce cas-là, puisqu'il y a cette étude de 2003, vous avez une sensibilité de 90%. Évidemment, il faut avoir l'habitude pour lire des radios de cavité nasale, ce n'est pas ce qui est le plus simple. Mais sinon, si vous avez des lésions plus localisées, là, ça chute complètement, on est entre 0 et 40% de sensibilité. Donc, ce n'est pas non plus un examen sur lequel on peut complètement s'appuyer pour poser un diagnostic, quoi. Et en plus, quand bien même vous voyez une anomalie, ce qui est très difficile à la radiographie, c'est de voir l'extension vraiment précise de la lésion. En gros, est-ce que la lésion, par exemple, si c'est une tumeur, est-ce que la tumeur, elle est passée dans l'espace rétro-orbitaire? Est-ce qu'elle est passée dans la boîte crânienne? Est-ce qu'elle est passée dans le nasopharynx? C'est assez difficile quand même à donner cette information-là sur une radiographie. Maintenant, on va parler du scanner. C'est nettement plus intéressant, vous allez voir. Donc, ça se passe aussi sous anesthésie générale, évidemment. L'animal est juste positionné en position sternale. On va réaliser deux séries de séquences, deux séquences, une avant injection de produit de contraste et une après injection de produit de contraste. Et pour chacune d'elles, on va avoir une reconstruction avec un filtre osseux pour voir bien l'os et un filtre mou pour voir bien les tissus mous. Et ensuite, l'ordinateur nous reconstruit toutes les vues. Alors, ça se tourne normalement en coupe transversale, et puis évidemment, on a aussi les coupes coronales et les coupes sagittales. Alors, le scanner, lui, il est nettement plus sensible et spécifique que la radiographie, puisque là, alors, que ce soit une tumeur, que ce soit une aspergillose, des rhinites divers et variés, à corps étranger, je ne sais quoi, la sensibilité, la spécificité, elle oscille toujours entre 80 et 100%. Donc, c'est très bien. Et ce qui en fait l'examen de choix d'imagerie pour explorer toutes les affections nasales et toutes les affections nasopharyngées. On va demander trois choses au scanner. On va demander de caractériser la lésion. On va demander l'extension de cette lésion et on va demander aussi, ça va être une aide pour ce qui va venir juste après, à savoir des éventuels prélèvements et puis à savoir une éventuelle rhinoscopie. Je m'explique. Alors, pour commencer, je vous montre quelques images normales de cavité nasale de chien. Donc là, je suis en filtre osseux à 3 niveaux de coupe dans la cavité nasale, crâniale, caudale. Donc là, vous voyez, sur ces filtres osseux, on voit très très bien toute la trame osseuse, c'est les cornets nasaux, c'est de l'os, avec une petite muqueuse par-dessus. Mais vous voyez, c'est une structure très très fine et on doit voir de l'air autour des cornets nasaux. On voit très bien, évidemment, toutes les structures osseuses périphériques, l'os nasal, l'os maxillaire, on voit très bien les dents, l'os alvéolaire autour des dents. Et puis, on voit tous les méas, donc c'est les passages d'air, notamment ici, vous voyez, ça c'est le méa nasopharyngé. Un peu plus caudalement, on voit aussi très bien, ici, là, on est sur la lame criblée de l'ethmoïde, donc c'est la partie caudale. Juste derrière, c'est le cerveau. Donc ça, on l'évalue très, très, très bien. C'est très fin en structure osseuse. Et là, on commence à voir le cerveau. Juste au-dessus, on commence à voir les sinus frontaux. Et vous voyez ici, là, alors on ne voit pas très bien parce que c'est le filtre osseux, mais il y a les yeux qui sont là.
D'accord? Et vous voyez la proximité qu'il y a entre la cavité nasale et l'espace rétro-orbitaire. Et ici, les couanes. C'est des endroits qu'on regarde particulièrement parce que quand on a des anomalies, comme une tumeur par exemple, elles vont venir envahir toutes ces structures-là et expliquer aussi la clinique du chien. Alors, première chose qu'on demande au scanner, c'est la caractérisation. Alors, comment ça se passe? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais ça va vous donner déjà une petite idée de comment on procède en gros pour diagnostiquer hein, les anomalies des cavités nasales. Première chose, on va déjà regarder si on a une masse. Hein. Donc, une masse, c'est une structure tissulaire. Et donc, après injection de produit de contraste, ça va rehausser, c'est-à-dire que ça va devenir plus opaque, plus blanc qu'avant injection. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Alors là, on est sur une image transversale en filtre tissu mou. C'est pour ça que l'os est tout blanc, on ne voit pas bien. Et par contre, on voit mieux le contraste entre les différentes structures molles à l'intérieur de la cavité nasale. Donc là, vous voyez ici, on a une structure qui est plus opaque, qui est blanche, par rapport à ce qui est ici. Et ce qui n'a pas rehaussé, donc c'est ce qui est ici et un petit peu là, c'est du liquide, d'accord? C'est du jetage. Et tout ce qui est rehaussé, c'est tout ce qui est vascularisé, et donc c'est du tissu. Alors après, quand on fait défiler les images, on se rend compte que cette structure, dans ce cas-là, elle forme une entité, elle forme une masse, ce n'est pas juste de la muqueuse qui est isolée. Donc les masses, c'est assez facile à identifier. On évalue évidemment les conséquences de ces masses. Généralement, il y a des lises associées. Hein. On va en reparler après dans d'autres exemples. Alors, les masses nasales, elles sont souvent quand même cancéreuses. C'est vraiment ce qu'il y a de plus fréquent. Mais évidemment, il y a d'autres causes. Hein. Il y a des choses plus rares. Donc, on peut avoir des masses fongiques. C'est notamment décrit chez le chat, avec des formes sino-orbitaires, où vraiment ça ressemble à des tumeurs, avec des invasions des cavités nasales et des invasions de l'espace rétro-orbitaire. On a des tumeurs bénignes aussi, c'est possible, mais ce n'est pas fréquent. Des polypes notamment, des polypes nasaux. Et puis après, on a d'autres choses comme des structures kystiques et des abcès, mais c'est un peu différent parce que l'intérieur étant liquidien, on voit bien que ce n'est pas l'aspect d'une tumeur classique. Quand on n'a pas de masse, on va ensuite passer sur un autre critère, c'est voir si on a de la lyse osseuse. Alors, par exemple, ici, sur cette image, on a une coupe transversale en filtre osseux. Là, vous voyez que, là, c'est du côté droit, on a une cavité qui est à peu près normale. Pour comparer, c'est pratique. Et vous voyez bien qu'ici, il manque quelque chose. D'accord? Il manque tout un tas de cornets nasaux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une rhinite érosive. Le terme rhinite érosive, c'est un terme technique que vous allez retrouver dans les comptes rendus de scanner. Et ici, un exemple où on a toutes ces taches blanches là, c'est des sécrétions, ça ne rehausse pas. Donc, on a la séquence post-contraste. C'est du jetage quoi, en fait, hein, dans la cavité nasale. Mais à côté de ça, les cornets nasaux, ils ne sont pas atteints. Et ça, c'est une rhinite non érosive. Quand on a fait ça, plutôt facile, on a plusieurs possibilités. Dans les rhinites érosives, on a l'aspergillose, on a tout ce qui fait une inflammation chronique. Donc là-dedans, vous avez des corps étrangers chroniques, vous avez des infections dentaires qui sont chroniques, vous avez éventuellement des rhinites dysémilitaires qui sont chroniques. Quand on n'a pas de lyse, on a surtout les rhinites dysémilitaires, donc les rhinites lymphoplasmocytaires. Et puis, on a aussi des causes infectieuses et des causes comme les corps étrangers quand ils sont récents, quand ils viennent de se produire. Et on va croiser tout ça avec la distribution de la lésion. C'est sûr que ce n'est pas la même chose si on a une lésion qui est vraiment focale à un endroit particulier de la cavité nasale, ou si c'est unilatéral ou bilatéral. Par exemple, une rhinite lymphoplasmocytaire, donc ça c'était une image de rhinite lymphoplasmocytaire, c'est souvent bilatéral. Ça c'était une image d'aspergillose, c'est souvent unilatéral, mais ça peut aussi être bilatéral. Une tumeur c'est souvent unilatéral, ça peut ensuite passer en bilatéral. Voilà. Et puis, deux autres exemples. Donc là c'est le même cas, un filtre osseux, un filtre mou du même chien, au même niveau à peu près.
Là, ici, on a une dent. Vous voyez? Sauf que normalement, autour de la dent, on doit avoir une structure osseuse, l'os alvéolaire. Et là, vous voyez, ben, il n'y en a plus. Là, le palais dur, qu'on voit très bien ici, on ne le voit plus du tout ici. À l'intérieur des cavités nasales, ben, il y a du matériel des deux côtés. Et quand on regarde en tissu mou, là, ici, ce que vous voyez en blanc, là, c'est la racine dentaire. Autour, on a une structure qui n'a pas rehaussé, c'est du pu. Et autour, encore un peu plus périphérique, ici, on a une structure qui a rehaussé, c'est la muqueuse nasale qui est inflammée. D'accord? Donc là, avec un trou, vous voyez ici, vous voyez, hop, ça c'est une fistule oronasale. D'accord? Ça se voit très très bien, évidemment, au scanner. Dernier petit exemple, alors c'est plus rare. On est sur une coupe sagittale d'un chien. La cavité nasale, c'est cette partie-là. C'est le cerveau. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, là, ça, c'est le palais mou. Normalement, le palais mou, il devrait être tout droit. Et là, vous voyez que il est remonté. D'accord? Alors, pour faire remonter le palais mou, il y a soit quelque chose en dessous qui le pousse, mais là, il n'y a rien. Vous voyez, il y a de l'air. Le noir, c'est de l'air. Soit il y a quelque chose au-dessus qui le tire. D'accord? Donc là, en fait, c'est une sténose nasopharyngée. Donc, c'est un rétrécissement du diamètre du nasopharynx d'origine cicatricielle. D'accord? Donc, ça, c'était secondaire ici, dans ce cas-là. C'était un chien qui avait eu un corps étranger, ça lui avait inflammé très, très fortement le nasopharynx, puis après, ça avait mal cicatrisé et ça avait créé ça. La deuxième chose qu'on me demande au scanner, c'est l'extension de la lésion. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une tumeur, évidemment, c'est ce qui vient en premier à l'idée. Donc, vous voyez, ici, on a un chien qui a une énorme masse. Ça va pour ça? Vous voyez la structure ici à l'intérieur de la cavité nasale, sur cette coupe sagittale, qui rehausse. C'est toujours pareil, il faudrait avoir la vue avant injection pour dire que ça rehausse, mais je te le dis, ça rehausse. Et puis après, en coupe transversale, vous voyez que cette masse, c'est tout ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir très bien que cette masse, elle lise le septum nasal, elle est passée de l'autre côté, elle est en train de passer dans le nasopharynx, vous voyez ici, là, en bas, et on le voit ici aussi, là, ça bombe dans le nasopharynx. Elle lise l'os frontal ici, et elle ne va pas tarder de passer juste derrière l'œil qui est ici, et surtout, elle lise aussi ici le palais dur. Et surtout, elle a déjà lisé ici, vous voyez, la lame criblée de l'ethmoïde. Et on a le contact de la tumeur avec l'encéphale directement. La troisième chose qu'on demande au scanner, c'est d'aider au prélèvement ou à la rhinoscopie. Alors là, c'est l'exemple des corps étrangers, des petits corps étrangers, des épillés. Et deux cas différents. Ici, c'est une coupe transversale en filtre osseux. On a un scanner quasi normal sur toute la cavité nasale. Et la seule anomalie qu'on ait, c'est ça. Une petite densité à un endroit. Quand on a un contexte clinique en faveur d'un corps étranger et qu'on n'a que ça, bon, on peut se dire effectivement qu'il y a un épillé là-dedans. L'épillé, on ne le voit pas au scanner, c'est la même opacité que le liquide. Donc ça ne se voit pas et c'est trop petit. Mais voilà, on voit le liquide qui est autour. Ce n'est pas toujours gagnant, mais s'il y a un endroit où il faut aller voir, c'est là. Et on va dire au médecin, va voir à tant de centimètres caudalement à la truffe, de tel côté, en haut, en bas. Voilà. Et comme ça, il va voir plus vite, ça va faire moins saigner, on va dire, rapidement, et on a plus de chances de le voir et de le retirer. Un dernier exemple ici, vous voyez ici, dans cette vue coronale, de ce côté-là, à gauche, eh ben, il manque des cornets nasaux. Et on a une structure avec, alors qui ne rehausse pas, donc une accumulation de sécrétion focalement à gauche avec une lise associée. Donc on a une rhinite érosive focale à gauche. Voilà, on a plusieurs possibilités, soit un corps étranger qui est là depuis quelque temps, qui a fait une inflammation et qui a entraîné une lise, soit une aspergillose, c'est érosif, soit les deux. Et c'était ça, c'était un chien qui avait eu un corps étranger, et une aspergiose qui était développée autour et était en train de lui liser la cavité nasale.
Donc, merci Julien. Donc, le scanner voit tout, vraiment tout, presque tout. Mais parfois, il manque de caractérisation et puis surtout, il ne fait rien, le scanner, à part voir. Donc, on a besoin des médecins. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment main dans la main. Et puis, on est bien content d'avoir localisé le corps étranger sur un long nez quand on nous dit qu'il faut aller chercher à 7 cm dans le méa dorsal. On est bien content de savoir où aller le chercher parce que forcément, dès qu'on rentre dans un nez, ça va saigner. Ça va saigner de manière importante. Et pour peu qu'il y ait un jetage purulent qui soit là depuis un petit moment, on ne voit rien. Donc, il faut un petit peu un matériel particulier. Ce matériel particulier, c'est un rhinoscope qui peut être rigide et auquel cas il faut avoir une jupe d'irrigation autour, ce qui augmente le diamètre. Sur les petits chiens et les petits chats, c'est un petit peu parfois traumatisant pour les cavités nasales. Ou alors on a un rhinoscope, et puis c'est le matériel qui nous permet aussi de faire les urétroscopies avec un système d'irrigation. Et donc, il va nous permettre de nettoyer au fur et à mesure que l'on fait cet examen, au fur et à mesure que ça saigne, parce qu'encore une fois, ça saigne beaucoup. Ça va nous permettre d'y voir quelque chose, premièrement, et puis deuxièmement, de nettoyer la cavité nasale de tout le jetage qui serait présent, et donc d'avoir une meilleure visualisation des lésions que nous aurions à voir. Donc, quand on fait une rhinoscopie, on fait toujours une rhinoscopie qui est dite rétrograde, c'est-à-dire du devant vers l'arrière. Donc, on passe par le nez et on va au plus loin dans les cavités nasales. Alors, attention, c'est important quand même de ne pas percer la lame criblée qui pourrait être lisée par une tumeur. Ça, je dis rien. Et puis, sinon, on rentre dans le cerveau. Et puis, on fait toujours également une rhinoscopie antérograde, c'est-à-dire qu'on va voir derrière le voile du palais, on va voir les coanes, parce qu'il y a pas mal de choses à voir, parfois des corps étrangers, ou même des extensions de tumeurs qui vont permettre d'aller les biopsier directement. Alors, par rapport à toutes les causes principales dont on a parlé responsables de rhinite chronique, quelle va être la performance de la rhinoscopie? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Est-ce qu'on va faire un scan? Est-ce qu'on va faire une rhino? Est-ce qu'on va faire une radio? Bon, radio, vous avez compris que ce n'était quand même pas le pied absolu, sauf sur des lésions très, très évoluées. Donc, que vaut cette rhinoscopie antérograde et rétrograde pour le diagnostic de ces différentes maladies? Pour ce qui concerne les tumeurs, autant le diagnostic de tumeur est très très probable au scanner dans 92% des cas. Alors là, je vous sors des études, hein, je ne sors pas ça du chapeau. Et la rhinoscopie dans 64% des cas. C'est-à-dire qu'on peut ne pas voir la tumeur en rhinoscopie pour des raisons techniques. Et puis, ça a l'air de rien, mais tous ces petits cornets nasaux, il faut aller voir un tout petit peu partout. Et sur des tumeurs de faible diamètre, on peut passer à côté. En tout cas, quand on la voit, et du coup, on va pouvoir la biopsier et on a un résultat dans 100% des cas. Voilà, si on ne la voit pas, eh ben, on ne la voit pas. Et là, ça va nous sortir, on fait des biopsies, ça va nous sortir rhinite lymphoplasmocytaire alors qu'il y a une tumeur. Donc, c'est quand même bien important d'avoir la localisation au scanner, l'extension. C'est sûr que si c'est une énorme tumeur qui envahit toute la cavité nasale, il n'y a presque pas besoin de rhinoscopie, on va aller les biopsier directement en aveugle, on va revenir là-dessus sur les cas cliniques. Que dire de la fibrose sur l'aspergillose? La rhinoscopie est vraiment presque pathognomonique, soit presque, c'est pathognomonique d'une aspergillose lorsque l'on voit des placards fongiques qui vont se traduire par des agrégats, des concrétions blanchâtres sous forme de plaques. Mais ce n'est pas visible dans tous les cas, c'est-à-dire que l'aspergillose ne siège pas forcément dans les cavités nasales, mais ça va siéger également dans les sinus. C'est pour ça qu'on parle maintenant d'aspergillose naso-sinusale, c'est-à-dire que la localisation dans les sinus, pour peu qu'il n'y ait pas de destruction des sinus, en fibroscopie, on n'y arrivera pas, on n'y atteindra pas. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans 17% des cas? Simplement une inflammation de la muqueuse. Et qui va nous faire dire, si on a fait la rhinoscopie en première intention, c'est une rhinite lymphoplasmocytaire a priori. Et donc, je vais faire mes biopsies, et puis avec mes biopsies, je ne vais pas faire le diagnostic d'aspergillose. C'est des cultures fongiques qu'il faut faire. Donc, attention, si on fait la rhinoscopie en première intention et que l'on ne voit pas de placard, à ce moment-là, il serait probablement intéressant de faire des cultures fongiques pour aller plus loin. Et puis, par contre, quand on voit les placards aspergillaires, on va réaliser des prélèvements pour culture et confirmer la nature de cette affection mycosique. Voilà. Et puis, la fibroscopie, finalement, dans les rhinites lymphoplasmocytaires, hein, donc c'est le trio de tête des causes des rhinites chroniques chez le chien.
elles vont se traduire par un épaississement des cornets nasaux, une inflammation des cornets nasaux, un œdème des cornets nasaux, rien de très spécifique. Mais ce qui est important à dire, c'est que c'est surtout que c'est un diagnostic d'exclusion des autres causes. Donc c'est important également le fait de ne rien voir ou de voir simplement une inflammation. On n'oubliera pas également d'aller dans le nasopharynx, et en particulier lorsqu'il y a du stertor ou du reverse sneezing, et de constater qu'effectivement la muqueuse devient très irrégulière, elle saigne au moindre attouchement et elle est terriblement inflammatoire. On vérifiera que les coans sont normaux et on vérifiera qu'il n'y ait pas bien sûr de corps étrangers bloqués autour ou de lésions nodulaires qui pourraient se trouver à cet endroit. Donc voilà pour la fibro. Puis de temps en temps, bien sûr, on y va et on trouve directement le corps étranger. Donc ça, c'est excessivement satisfaisant. Et puis, j'attends le parasite venu des pays du Nord. Alors avec le réchauffement climatique, je ne suis pas sûre qu'il arrive de chez nous, mais voilà, c'est ce qu'on appelle les mythes du nez. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà vu, moi j'en ai jamais vu. Mais il paraît que ça fait éternuer, ça chatouille. Et puis quand on rentre, il y a des petits parasites qui s'en vont parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Voilà. Alors, pour illustrer tous ces propos, on a vu quelles pouvaient être les orientations cliniques, épidémiologiques, la pertinence des examens complémentaires qui sont à notre disposition maintenant de manière relativement accessible. Le scanner, la fibro, c'est des choses qui deviennent plus accessibles. On va se pencher sur 3 cas cliniques. Alors, j'ai volontairement pris des chiens d'âge moyen vieillissant, comme ça, déjà, vous n'êtes pas orienté par l'âge. Et puis, c'est tous des chiens avec des nez relativement longs. En tout cas, ce ne sont pas des brachycéphales. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à hiérarchiser nos hypothèses, ne serait-ce déjà qu'à partir de la clinique. Donc là, je vous présente ce bostron qui présente des éternuements. Alors, dans l'anamnèse, parce qu'on fait un recueil d'anamnèse, des éternuements et un jetage unilatéral gauche séreux depuis 1 mois et demi. Des traitements corticoïdes per-os ont permis une amélioration significative des symptômes, sauf que dès qu'on arrête les corticos, hop, ça rechute. Depuis 1 semaine, il y a un jetage bilatéral, plutôt bucopurulent, un abattement, une anorexie, un amaigrissement d'1 kilo, et puis ça semble être douloureuse à la palpation du chanfrein. Donc maintenant, on sait que l'hypothèse numéro 1 sur ce chien, je vous entends de l'autre côté de l'écran dire aspergillose. Oui, c'est ça. Aspergillose, oui, c'est l'hypothèse bien sûr numéro 1 sur ce chien. En plus, on est dans l'épidémio, donc un âge, 8 ans, et puis un long nez. Et surtout, une altération de l'état général qui oriente grandement sur une affection fongique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On a dit que la fibroscopie permettait finalement de voir des placards aspergillaires et que c'était finalement excessivement pathognomonique d'une affection fongique. On peut aussi en profiter pour faire les prélèvements, on peut aussi en profiter pour cureter et enlever le maximum de placards fongiques. Et puis, on a le scanner qui voit tout. Donc, normalement, le scanner sur ce chien devrait voir les lésions. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir en premier? Sachant qu'il vient pour une consultation et il veut un diagnostic en sortant. Alors, j'entends la fibroscopie en premier. Bon, alors, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on l'a fait. Vicky, je suis désolée. On l'a fait dans l'autre sens. On a fait le scanner en premier. Déjà pour des raisons techniques. La fibroscopie, on irrigue beaucoup, on met de l'eau, on fait saigner. Donc, on va modifier les images de scanner si on a besoin de faire un scanner. Et puis, je pense que Julien l'a bien démontré, c'est que le scanner permet également de faire un bilan d'extension des lésions. Est-ce qu'il y a une atteinte des sinus? Est-ce qu'il y a des lises très importantes? Est-ce que finalement, c'est vraiment une aspergillose? C'est notre hypothèse, mais après, quand on a des hypothèses, elles sont faites pour être challengées, ces hypothèses. Donc, peut-être que ce n'est pas une... Donc, ça nous permet de faire des bilans d'extension des différentes lésions que l'on va voir. Donc, nous, on a choisi le scanner pour cette raison, c'est-à-dire qu'on fait une seule anesthésie, bien sûr. On fait le scanner en premier. Et puis, si le scanner nous le dit, eh ben, on va éventuellement aller en fibroscopie derrière. Alors, au scanner, donc là, vous avez une image en filtre osseux, coupe sagittale. Je vais vous présenter trois coupes à 3 niveaux.
et à chaque fois, vous aurez l'image d'un normal, d'accord, pour comparer et puis pour vous faire une idée. Je vous laisse un petit peu regarder 1 minute et puis vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Ça rejoint un peu ce qu'on a déjà dit, hein. Qu'est-ce que vous observez? En plus, il y a des petites flèches. Qu'est-ce que vous remarquez notamment? On va commencer par ce qui est le plus évident, donc du côté gauche, hein, de la cavité nasale. Là, vous avez quoi par rapport à ce qui est normal ici? Ouais, exactement. Et c'est vide. Il n'y a rien dans le. Il manque beaucoup de cornets nasaux là-dedans. D'accord? Donc, évidemment, on a une mise sévère des cornets nasaux qu'on va voir crânialement et puis jusqu'au fond de la cavité nasale. Tout ça, voilà, il manque plein de cornets nasaux. On a autre chose aussi autour de ces zones de lise. Vous voyez, on a quoi là? Alors, vous n'avez pas toutes les images, mais bon. On a une structure qui est d'opacité liquidienne tissulaire, d'accord? Et puis après, sur les autres coupes, après les injections de produits de contraste, en fait, on se remarque que certaines parties rehaussent et d'autres non. Donc, ce qui ne rehausse pas, c'est les sécrétions, hein, c'est le jetage. Et ce qui rehausse, c'est la muqueuse. Et en fait, cette muqueuse, elle est anormalement épaisse dans la périphérie des lésions. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Quand on va caudalement, au niveau des sinus, alors là, c'est une mise. Ah oui, attendez, j'ai pas fini là sur le chanfrein. Regardez l'os nasal ici, l'os maxillaire ici. Là, par rapport à l'autre côté, il est plus épais. D'accord? Une ostéoprolifération, une petite ostéolyse associée aussi, c'est un petit peu irrégulier là. D'accord? Donc on a une réaction osseuse associée, et ici, c'est un peu plus sclérotique que de l'autre côté. Et quand on va au niveau des sinus, voilà, c'est carrément une mise évidente du sinus frontal, et ici également une mise dans la partie à côté de l'œil. Et vous voyez que dans le sinus, il y a plein de choses. Alors c'est une structure amorphe, hein, c'est une structure qui est un petit peu arrondie, c'est pas du liquide, parce que du liquide, c'est un effet de niveau, quoi, d'accord? Ou alors ça comble l'ensemble du sinus. Donc c'est un mélange en fait de tissu et de granuleux, d'accord? Granuleux. Eh oui. Donc ces images, elles sont très. Alors, je ne vais peut-être pas dire tout de suite, hein, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc c'est surtout atteint à gauche, mais à droite, il y a des anomalies aussi. On a aussi de la lyse, mais c'est moins marqué, et on a aussi beaucoup de sécrétions nasales. Au final, ah oui, j'ai pas fini. Sur ces deux coupes coronales, on retrouve toute la lyse, voilà, sur toute la longueur de la cavité nasale à gauche, et aussi sur une coupe coronale un petit peu plus haute que celle-là. Là, c'est la lame criblée de l'ethmoïde. Là, vous voyez qu'à droite, elle est intègre, et à gauche, il manque un tout petit morceau là. D'accord? Donc, on a un début de lyse de la lame criblée, et ça va commencer à poser des soucis si on ne fait rien. Donc, au final, pour résumer, on a une rhinite érosive à gauche, sévère, et un petit peu moins marquée à droite. D'accord? Et ces images sont très en faveur d'une rhinite fongique, notamment aspergillaire. Les données de la rhinoscopie, donc ça c'est une rhino qui a été faite par Juliette, Juliette Acobas, notre consultante en médecine interne. C'est son cas en fait que je lui ai expliqué. Regardez ces magnifiques placards blanchâtres, grisâtres, hein, qui correspondent aux placards aspergillaires. Donc pendant la rhino, on va en enlever au maximum, mais on sait qu'on ne sera pas suffisamment efficace parce que Julien vous a dit, il y a une lise du sinus frontal, il y a également une atteinte du sinus frontal et on n'arrivera pas à tout retirer par la fibroscopie, tous ces placards aspergillaires. Donc, la fibroscopie pour Vicky aurait pu être suffisante pour le diagnostic, mais elle aurait été insuffisante pour la prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire que si on n'avait pas les données du scanner, même avec un diagnostic, on n'aurait pas pu choisir entre les différents traitements à adopter sur ce chien. À savoir que quand il n'y a pas d'atteinte des sinus, on va faire des balnéations à base d'antifongiques, le tribazole, en laissant baigner les cavités nasales et les cavités nasales
dans une solution antifongique pendant à peu près une demi-heure en mettant des sondes de Foley, en obstruant comme on peut. On peut faire également injecter dans les sinus à travers un cathéter, ceux qui permettent de faire les biopsies de moelle. C'est un nom japonais que j'oublie à chaque fois. C'est comme un gros trocard de malarmé, mais qui permet de faire des biopsies de moelle. Je sais pas si... Voilà, le JMCD. Voilà. Donc, grâce à ce trocard, on trocarde les sinus et on va injecter notre pommade, c'est une forme de pommade de clotrimazole, et les sinus vont servir de réservoir pour que ça aille se disperser et se diffuser dans les cavités nasales. Donc ça, c'est quand il n'y a pas d'atteinte des sinus. Quand il y a une atteinte des sinus, on va trépaner, on va cureter, éventuellement refermer la peau simplement. Bien sûr, on referme après avoir mis du clotrimazole, encore une fois dans les deux sinus. Et puis, quand il y a une atteinte du sinus sévère ou lorsqu'on est sur une rechute d'aspergillose ou tout simplement une aspergillose qui ne se passe pas, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une sinusectomie. Avec en plus des antifongiques oraux, ça rassure, mais c'est surtout la sinusectomie qui est le point majeur du traitement de ces aspergilloses sinusales dramatiques que l'on voit. Alors c'est très impressionnant, et donc ces vidéos, on les montre aux gens avant. Parce qu'en fait, on fait une sinusectomie, c'est-à-dire qu'on ouvre, on enlève les sinus et on laisse tout à l'air pendant plusieurs semaines. Donc, c'est effrayant, mais vous voyez que ce chien, il a l'air d'aller très bien. Et c'est un chien qui avait horriblement mal en arrivant. Ils sont à la tête basse, ce sont des chiens qui souffrent vraiment beaucoup. Alors, c'est une vision d'horreur, mais cliniquement, le chien se porte vachement mieux. Et c'est surtout la seule façon qu'on a de les sauver maintenant, ces chiens-là. Donc, le scanner a été, bien sûr, alors ça n'a pas été fait sur le chien de Juliette, pas encore, ah bah si, sur le tien, ça a eu lieu, oui, pardon. En tout cas, si on n'avait pas eu les données excuse-moi, les données du scanner, bien évidemment, on ne se lance pas là-dedans comme ça par hasard. Deuxième cas clinique, un chien de 9 ans, berger australien, depuis 10 mois, il présente des éternuements, un jetage unilatéral, qui est séreux à mucopurulent. Alors, au fur et à mesure des traitements mis en place, bien sûr, la purulence s'arrête, mais ça continue à éternuer et à jeter. Et puis, depuis un mois, on a un jetage séreux à mucopurulent unilatéral, ça commence à saigner, et puis maintenant, il y a du riversthésie. Aux hypothèses. C'est unilatéral? Bah, tu meurs en premier. Après, on peut avoir une rhinite sur une fistule oropharyngée, nasopharyngée, il peut y avoir plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Le scan. Là, je ne vais pas déflorer, mais le scan, il va permettre de tout voir. C'est-à-dire, on va voir la lésion et puis voir le bilan d'extension loco-régional de cette lésion, si bien sûr il s'agit d'une tumeur. Alors, au scanner, donc là, on a une vue sagittale en filtre mou et on a 3 niveaux de coupe qui sont ici. Alors, il n'y a pas les images normales parce que maintenant, vous savez à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de cette cavité nasale? Déjà qu'on a une atteinte effectivement unilatérale du côté gauche. Quand on regarde en tissu mou, en fil de tissu mou, après injection, eh bien, on a une structure qui se rehausse. Donc, c'est une structure tissulaire. Cette structure tissulaire, elle occupe, vous voyez, quasiment toute la cavité nasale. Dans les sinus, vous voyez que c'est plein, mais ça ne rehausse pas, c'est du liquide. Okay. Et là, par exemple, sur cette image, on a une masse voilà, qui rehausse. Autour, ce qui est un peu plus sombre, c'est du liquide, des sécrétions nasales. Et on note une lise des cornets nasaux qu'on voit particulièrement bien ici sur le filtre osseux. On devrait avoir beaucoup plus de trames des cornets nasaux. D'accord? Donc, on a une masse et une lise associée. Alors, malheureusement, il y a un petit carré là qui gêne, mais c'est juste là en dessous. On voit que la masse, en fait, elle rentre dans le nasopharynx. Voilà. Elle va ventralement et elle va venir obstruer une partie du nasopharynx, la moitié gauche. Et en revanche, à côté de ça, sur les autres coupes, on ne va pas noter de lise, d'atteinte de l'os nasal et d'atteinte de la lame criblée de l'ethmoïde. Donc là, on a un diagnostic de tumeur, enfin une très 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 forte présomption de tumeur.
il faut que nous confirmions cette tumeur et la nature de cette tumeur. On a une vision d'extension loco-régionale, tout va bien. On peut faire des biopsies en aveugle. C'est le scanner qui va nous guider, nous dire ben voilà où est-ce qu'elle est, la masse, à peu près à quel centimètre. La lame criblée, elle est à combien de centimètres du nez pour essayer de ne pas la percer lorsqu'on va faire la biopsie et pas biopsier du cerveau. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et voilà ce que sort l'analyse histologique. Une rhinite polymorphe marquée ulcérative à composante lymphoplasmocytaire et neutrophilique majoritaire. Donc là, qui est-ce qu'il faut croire? L'analyse histologique ou le scanner? Bien évidemment, le scanner. Donc, c'est simplement pour illustrer que parfois on veut faire l'économie d'un examen complémentaire et si on ne l'avait pas fait, peut-être que, j'en sais rien, le médecin n'était pas disponible ou il n'y avait pas le budget ou peut-être, ça ne semblait pas le cas vu ce qu'ils ont fait derrière, mais ou peut-être qu'on a voulu aller vite. Ça arrive hein, de temps en temps. Donc, on a convaincu les propriétaires en disant bah, l'analyse histologique que l'on a ne colle pas avec l'examen complémentaire que l'on a fait. Qui est le scanner. Donc, il faut vraiment biopsier et, à l'endroit où la lésion est présente. Et là, la rhinoscopie a tout son sens. Elle va voir et puis elle va nous permettre de biopsier exactement où il faut. Donc, voilà les données de la rhinoscopie avec effectivement le choane gauche hein, qui est envahi avec cette tumeur qui ressort. Et puis là, on est dans la cavité nasale gauche avec cette lésion un petit peu botryoïde qui correspondait à un carcinome nasal. Bon, relativement classique. Donc, ce chien, étant donné que le bilan d'extension était finalement pas si mauvais que ça, a subi une radiothérapie. Donc, il est parti à Lille, à Ancovet, pour faire sa radiothérapie. Ensuite, il y avait à peu près une diminution sur les scanners de contrôle de 60-75% du volume de la tumeur. Il a eu droit à une chirurgie. Voilà. Et donc, les médianes de survie sur les carcinomes comme ça, nasaux, sont aux alentours de 6 à 8 mois. Voilà un chien qui a vécu 1 an et demi. Et bon, il a fini malheureusement par décéder. Enfin, le dernier cas, une sorte de Jack Russell de 10 ans. Donc, pareil, hein, un âge moyen. Depuis 2 mois, il présente des éternuements, atteinte des cavités nasales, du reverse sneezing, cavité nasale, caudale, peut-être nasopharynge, du stertor, un jetage bilatéral, mucopurulent. Bah oui, on n'est pas étonné, purulent, ça se surinfecte systématiquement, c'est très facile. À quoi vous pensez comme hypothèse? Éventuellement. Bah, alors, c'est toujours inflammatoire, dissimilitaire. On a un jetage bilatéral, c'est vrai que ça pourrait coller avec une rhinite lymphoplasmocytaire. On décide de faire en première intention le scan, puisqu'il voit tout. On a quand même vachement confiance au scan. Hein. Donc, on va regarder ces lésions. Alors, au scanner, c'est un peu moins impressionnant sur ce cas-là par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on a 4 images. Le plus cranial, c'est celle-ci. Puis après, hop, on va vers l'arrière de la cavité nasale. On va noter, vous voyez qu'ici, il manque des cornets nasaux. On a une lise qui est présente, des cornets nasaux. Alors là, c'est du côté gauche. Là, c'est du côté droit. Mais ce n'est pas extrêmement étendu non plus. Vous voyez qu'à l'arrière, c'est quasi normal, hein, l'aspect des cavités nasales. La seule autre anomalie, c'est une congestion de la muqueuse nasale. On voit un petit peu moins d'air entre les cornets nasaux. Et par ailleurs, on n'a pas d'atteinte de l'os maxillaire, enfin de la cloison, de la paroi de la cavité nasale. Donc en fait, on a une rhinite bilatérale légèrement érosive. Voilà, c'est ça le bilan. Là-dedans, une rhinite bilatérale légèrement érosive, plusieurs possibilités. On va devoir garder les rhinites lymphoplasmocytaires, c'est bilatéral, une rhinite qui est assez chronique, et on doit garder d'autres hypothèses. On ne peut pas écarter une aspergillose puisque c'est érosif, notamment. Et là, le médecin intervient, fait sa fibro rétrograde. Et donc, effectivement, on a un œdème des cornets nasaux. Il n'y a finalement pas grand-chose. On vérifie qu'il n'y ait pas de corps étranger là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. On fait la fibroscopie entérograde et on voit un nasopharynx relativement inflammatoire avec une muqueuse à tendance nodulaire. Bon, bref, c'est de l'inflammation. Il n'y a rien de spécifique. Il n'y a pas de corps étranger. Il n'y a
qui sort des Coan. On pratique des biopsies qui nous donnent rhinite lymphoplasmocytaire. Bon, ça colle à peu près avec ce qu'on a vu au scan. On se dit, oh, bah, c'est pas très grave finalement. Mais il faut savoir que ces rhinites lymphoplasmocytaires constituent un véritable challenge thérapeutique. Déjà parce qu'on ne connaît pas pourquoi elles se mettent en place. Donc, l'éthiopathogénie reste relativement inconnue. Il y a des hypothèses qui sont données, allergiques et infectieuses, qui déclencheraient le phénomène dysimmunitaire, peut-être un peu de fongique derrière. Donc ça, ce sont les hypothèses qui sont avancées. Et bah, dans les traitements dont on dispose, il y a des traitements locaux. Donc le but, c'est d'irriguer au maximum ces cavités nasales avec du sérum Phi. Alors parfois, sur certains chiens, les mettre des gouttes dans le nez, c'est pas simple. Donc on les met dans les yeux pour que ça coule dans le nez. On peut faire des nébulisations avec du sérum physiologique ou avec des corticos. On peut également mettre des corticos en local, dans des baby à enfin des aérodogs, pour citer la présentation vétérinaire. Donc, une corticothérapie locale. On peut s'aider d'un traitement Péros. Alors, très naturellement, on aurait tendance à se dire, bah, tiens, on va utiliser des corticoïdes. Il y en a qui se sont dit, bah, tiens, si on utilisait des anti-inflammatoires. Et puis, il y en a d'autres qui se sont dit, ah, bah, tiens, si on utilisait une alternance anti-inflammatoire et corticoïde. Et donc, il y a une étude qui a été faite et qui montre qu'il y a des meilleurs résultats en utilisant, alors c'est des traitements qui font à peu près 6 semaines, 3 semaines d'anti-inflammatoires, des corticos et puis de nouveau des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà à peu près actuellement le traitement qu'il faut faire. Mais ça constitue vraiment des challenges. Il y a des chiens qui sont très très bien soulagés par ces traitements et d'autres où c'est l'enfer. Hein, ils toussent en permanence, ils ont un jetage en permanence. Alors, on rajoute des antibiotiques quand ça surinfecte, oui, mais c'est pas tant le problème. Et puis, globalement, c'est très gênant de ne pas savoir d'où ça vient. Finalement, de se poser les questions. Tant qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne peut pas traiter spécifiquement. C'est ça le problème. Et donc, depuis quelques temps, vous voyez, ça c'est une publique 2023, mais on va dire depuis 3-4 ans, il y a de nombreuses publications qui parlent, et vous en connaissez, hein, des syndromes aérodigestifs chez le chien. Donc, le syndrome aérodigestif chez le chien, le plus connu, c'est chez le brachycéphale. Donc, c'est le chien qui respire mal, qui a des pressions négatives, alors avec une élongation du poil du palais, enfin tout ce qui constitue le syndrome brachy, et qui, du coup, va provoquer des troubles digestifs par pression négative, des reflux gastro-œsophagiens, des hernies hiatales. Souvent, ils ont des gastrites associées. Donc, ça, c'est un syndrome aérodigestif. C'est l'aérien qui provoque le digestif. Oui, mais il y a le digestif qui provoque l'aérien. Le plus connu, c'est la toux, de la bronchite chronique, entre guillemets, qui serait liée à des reflux gastro-œsophagiens. Ça, c'est déjà cité depuis très, très longtemps. Et bien maintenant, on va citer aussi que les chiens à rhinite lymphoplasmocytaire peuvent être atteints de rhinite lymphoplasmocytaire parce qu'ils ont des troubles digestifs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, et la conclusion de tout ça, c'est que probablement, et c'est pas probablement, maintenant on commence à le faire systématiquement, et ben ces chiens où on voit rien au scanner, où finalement on n'a rien de spécifique dans les cavités nasales, et ben on va continuer notre examen fibroscopique par une fibroscopie digestive. Il est endormi, alors c'est pas le même matériel, mais c'est pas grave, on change et on va aller voir ce qui se passe. Pour information, sur cette étude-là, sur 25 chiens qui présentaient une rhinite lymphoplasmocytaire et des lésions digestives, donc où ils ont mis en évidence le fameux syndrome aérodigestif, 22 chiens avaient des troubles digestifs rapportés par les propriétaires, des régurgitations, des vomissements, mais il y en avait 13, donc presque la moitié, un peu plus de la moitié, qui avaient c'est 35 chiens, 22 plus 13, c'est 35. Oui, mais il y avait 13 qui n'avaient 22 sans signe digestif et 13 avec signe digestif. Je vais y arriver. Donc, tout ça pour dire que la clinique a ses limites et que devant une rhinite lymphoplasmocytaire qui est rebelle, il ne faudra pas hésiter à aller voir le tube digestif. Et pour la majorité des chiens dans cette étude, on a une rémission, une amélioration des signes de rhinite lymphoplasmocytaire avec simplement un traitement à visée digestive. Okay, donc, on traite la gastrite, on traite le reflux gastro-œsophagien. Donc, ça, c'est les choses qui sortent et qui vont être de plus en plus présentes. Donc, voilà sur ce chien. Donc, on avait bien sa nasopharyngite qui avait été vue à la fibro, la rhinite.
Également, donc l'inflammation des cavités nasales qui avait parfaitement été vue également au scan. Quand on va voir le digestif, vous avez ici des lésions marquées d'œsophagite, avec cet érythème radiaire dans la partie caudale de l'œsophage. Donc quand on voit ça, on voit dans l'estomac, puis on fait des biopsies pour identifier le type de gaz. Voilà, ce qu'il faut retenir de cet exposé. Les rhinites chroniques ne sont jamais d'origine bactérienne primitivement. Donc on a le droit de mettre des antibiotiques pour soulager le chien, mais ça ne va pas régler le problème. L'altération d'état général et la douleur sont en faveur d'une rhinite fongique. Le diagnostic de rhinite lymphoplasmocytaire se fait par exclusion des autres causes. Surtout maintenant, aller explorer, il faut que nous allions explorer le syndrome aérodigestif. Et enfin, ces rhinites, c'est qu'un nez qui coule finalement, mais nécessitent la plupart du temps une approche multimodale, avec scanner, fibronasal et digestif pour leur exploration, en fonction bien sûr de ce qu'on a trouvé au scanner. Voilà, je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions? Oui. Sur le cas d'aspergillose, je me demandais pourquoi la psychothérapie n'avait pas augmenté les symptômes, parce que l'infection fongique et les adaptations. Ah bah, elle les a améliorés au départ parce que ça, c'était 5-6 jours de cortico, et elle les a eu, ça a limité l'inflammation. La question était pour ceux qui sont derrière l'écran, pourquoi les corticos n'ont pas aggravé la rhinite? Ça l'a certainement pas amélioré. Et puis, elle l'a amélioré cliniquement, simplement parce qu'on a limité l'inflammation liée elle-même à l'aspergillose. Voilà. Après, c'était, j'imagine, probablement pas, alors Juliette pourra le dire, parce que c'est elle qui a vu ce cas, probablement pas des fortes doses et pendant très longtemps. Mais sinon, oui, les corticos à forte dose et très longtemps vont aggraver l'aspergillose nasale. Oui. Justement, sur les rhinites lymphoplasmocytaires d'origine digestive, quand on met des corticoïdes ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça n'a pas tendance à aggraver la chose? Après, c'est toujours la grande question. On est toujours en train de tortiller des fesses pour savoir ce qu'on doit utiliser. Je pense que des corticos dans un premier temps de quelques jours en local, ou même du traitement local plus le traitement digestif, c'est largement suffisant. Quand c'est d'origine digestive, bien sûr. Ok. Bon, je vous invite à passer au buffet pour la suite. Et puis, je vous remercie tous pour votre attention et votre participation.